Maintenant, j'énonce un théorème qui nous permet de faire des développements limités. Alors, soit I un intervalle réel et A un élément de I, et soit F une fonction de I de l'intervalle I à valeur dans R, donc une fonction de classe Cn plus 1, donc n plus une fois continuellement dérivable. Alors, pour tout x dans I, il y a un certain C tel que f de x est égal à f de A plus f' de A x moins A plus f seconde de A sur 2 factoriel x moins A au carré, etc. plus fn de A sur n factoriel x moins A à la puissance n, plus un reste. Donc plus ce reste-là, fn plus 1 de C, donc C c'est le point qu'on indique qu'il existe entre A et x, fois x moins A à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Remarquez que si f est donné et A est un nombre fixé, alors tout ça sera un polynôme en x, ou en x moins a. Ce sera un polynôme de degré n en x moins a, ou en x si vous développez. Donc ça dit que f de x est égal à ce polynôme plus un reste. Et je dis que le reste sera négligeable devant x moins a puissance n lorsque x est suffisamment proche d'a. Alors la version de ce théorème pour a égale 0, donc c'est souvent la formule qu'on voit. Alors soit il y a un intervalle réel contenant 0 et f de i a valeur dans R, une fonction de classe Cn plus 1. Alors pour tout x dans i, il y a un c dans 0x tel que f de x égale f de 0 plus f' de 0 fois x plus f seconde de 0 fois x2 sur 2 factoriel, etc. jusqu'à fn de 0 fois xn sur n factoriel plus fn plus 1 de c fois x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Et là aussi, on a que f c'est égal à ce polynôme-là plus un reste. Alors le reste n'est pas en fait un polynôme en x, parce que le c c'est un c indice x qui dépend de x. Le coefficient du xn plus 1 sur n plus 1 factoriel, c'est quelque chose qui dépend de x. Donc le reste n'est pas un polynôme. Et là aussi, je dis que le reste sera négligeable devant x à la puissance n, lorsque x est suffisamment proche de 0. Alors déjà, pourquoi ? Pensez à un nombre très petit, un nombre x qui est très petit, que vous considérez comme très petit. Par exemple, x égale, je sais pas, 0,001. C'est-à-dire x égale 1 sur 1000. Alors x2 sera très petit devant x, parce que x2 sera 1 sur 1 million. Donc si pour écrire x, je mets 2 0 puis 1, pour écrire x2, je dois mettre 5 0 puis 1. Et x3 sera 1 sur 1 milliard. Donc 0,0001, avec 9 chiffres après la virgule. Ainsi de suite. Donc x3 sera négligeable devant x2, x4 sera négligeable ou très petit devant x3, ainsi de suite. Donc c'est cette idée en fait qui me permet de dire que si x est très proche de 0, alors pour tout n, pour n'importe quel n que je fixe, xn plus 1 sera négligeable devant x à la puissance n. Et comme f est de classe Cn plus 1, alors ce terme-là dans le reste, fn plus 1 de c sur n plus 1 factoriel, sera un nombre qui est borné, parce que fn plus 1 est une fonction continue sur l'intervalle 0x fermé, et donc elle est bornée. Donc le coefficient de xn plus 1 dans le reste sera borné par un certain nombre qu'on connaît. Et donc lorsque je prends un x très proche de 0, tout le reste sera négligeable devant x à la puissance n. Et donc si jamais au moins un des termes du polynôme est non nul, le reste sera négligeable devant le polynôme. Et c'est ça en fait ce qui nous permet de, quand on fait un développement limité, d'écrire un polynôme non nul et dire que le reste est négligeable. Donc on peut l'éliminer dans nos calculs. Alors en fait c'est une chose qu'il faut connaître. Quand est-ce que je dis qu'une chose est négligeable devant une autre chose, par rapport à une autre chose, au voisinage d'un certain point. Donc je dis que, disons, si g et h sont deux fonctions définies au voisinage de a, je dis que g est négligeable devant h, où g est un petit taux de h au voisinage de a, si et seulement si
seulement si la limite du rapport G sur H tend vers 0 lorsque on s'approche d'A. Et bon, et c'est ainsi alors que je peux dire que x5 est négligeable devant x4 au voisinage de 0, parce que le rapport x5 divisé par x4, c'est égal à x. Ça tend vers 0 justement lorsque x tend vers 0. Bon. Et de même, xn plus 1 est négligeable devant xn au voisinage de 0, parce que limite de xn plus 1 sur xn, lorsque x tend vers 0, c'est la limite de x lorsque x tend vers 0, et c'est évidemment 0. Et de même, pour tout a, x moins a à la puissance n plus 1 est négligeable devant x moins a à la puissance n. La limite de rapport lorsque x tend vers a, cette fois, c'est égal à la limite de x moins a lorsque x tend vers a, et c'est aussi 0. Donc je ne vais pas démontrer cette version du théorème, donc le théorème avec ce reste-là. Je vais démontrer une autre version avec un reste intégral. Donc ce sera un théorème qui permet d'écrire un développement limité, mais le reste aura une autre forme. On va voir tout à l'heure. Mais d'abord, je vais vous faire remarquer une chose que vous connaissez déjà. Quelle est la version de ce théorème-là lorsque n est égal à 0 ? Lorsque n est égal à 0, je suis en train de dire que je considère une fonction de classe C1 définie sur un intervalle qui contient 0, et je suis en train de dire que pour tout x, il y a un C entre 0 et x, tel que f de x est égal à f de 0, plus, donc tout ça n'existe pas, f' de c fois x. Donc ça donne ça. Pour n égale 0, l'énoncé devient ça. Et ça, c'est exactement le théorème des accroissements finis. On le connaît parce qu'on connaît le théorème des accroissements finis. Le théorème des accroissements finis dit quoi? Il dit que, sous certaines conditions, si f est de classe C1 sur un intervalle AB, alors il y a un C tel que f de B moins f de A sur B moins A, c'est égal à f' de C, pour un certain C entre A et B. Alors, ici, je prends A égale 0, B égale x, donc théorème des accroissements finis, il dit il y a un C entre 0 et x tel que f de B moins f de A, c'est-à-dire f de x moins f de 0, divisé par B moins A, qui est x moins 0, c'est-à-dire x, c'est égal à f' de C. Et c'est exactement ce qui est écrit ici. On visualise un peu le théorème des accroissements finis, c'est important. Et le théorème de Taylor avec le reste de Lagrange, bon, ce que je viens d'énoncer tout à l'heure, c'est une généralisation de ce théorème des accroissements finis. Alors, le théorème des accroissements finis, il vous dit que si vous avez une fonction qui est de classe C1, en fait, elle n'a pas à être de classe C1, il suffit qu'elle soit continue et dérivable. Bon, la dérivée peut ne pas être continue éventuellement, mais c'est pas grave. Donc, je vais considérer une fonction de classe C1, et je considère deux points, un point A et un point B, tel que bon, l'intervalle AB soit inclus dans le domaine de définition de la fonction. Alors, le théorème dit que la croissance moyenne de la fonction entre le point A et le point B, ça veut dire f de B moins f de A divisé par B moins A. Alors ça doit être égal à la croissance instantanée de la fonction f en un certain point C entre A et B. Donc graphiquement, si je choisis deux points, donc le point A c'est égal à 10 ici et le point B c'est égal à 20, alors il y a un C entre 10 et 20 tel que la croissance instantanée en ce point-là, en ce point C-là, c'est-à-dire la pente de la tangente au point C, doit être égale à f de B moins f de A sur B moins A. Et ça veut dire que la tangente à la courbe au point C doit être parallèle à la droite qui passe par les points A, f de A et B, f de B. Bon, la droite en rouge ici. Et ça doit être vrai pour n'importe quel point A et B que je choisis. Donc si je choisis le point A égale 10 et B égale 40, donc la croissance moyenne ici c'est égal à 40 moins 10, donc f de B moins f de A sur B moins A, divisé aussi par 40 moins 10 c'est égal à 1.
le théorème des accroissements finis dit qu'il y a un C entre A et B, tel que la dérivée au point C doit être égale à 1. Où la tangente au graphe en C est parallèle à la droite qui passe par les points 10 f de 10 et 40 f de 40. Alors ça, intuitivement, en fait, on le comprend, on le connaît quelque part. Imaginez que la fonction f, c'est la fonction qui vous donne votre position sur un certain axe en fonction du temps. Donc cet axe-là, c'est l'axe du temps. Je suis en train de conduire ma voiture. Je pars d'un endroit donné à l'instant t égale 0. Donc à l'instant t égale 0, j'étais à la position 0. Et puis je suis en train de conduire. Et puis au bout, supposez que le temps est exprimé en minutes. Donc au bout de 60 minutes, j'ai déjà traversé 60 km. Donc à l'instant 0, je suis parti d'une ville A. À l'instant 60 minutes, je suis arrivé à une ville B. Je l'ai fait, donc la distance entre A et B, les deux villes, est de 60 km et j'ai fait le trajet en 1 heure, en 60 minutes. Donc qu'est-ce que je peux comprendre? Je peux en fait déduire, et c'est exactement ça le théorème des accroissements finis, que comme ma vitesse moyenne est de 60 km par heure, j'ai traversé 60 km en 1 heure, alors il y a au moins un instant où ma vitesse instantanée est de 60 km par heure. Et ça, intuitivement, en fait, sans preuve, on le comprend, parce que sinon, si je roule toujours à strictement moins que 60 km par heure, je ne vais pas pouvoir traverser 60 km en 1 heure. Et si je roule tout le temps strictement plus que 60 km par heure, je vais traverser les 60 km en moins d'1 heure. Donc dans les deux cas, je n'aurai pas traversé les 60 km en 1 heure, en 60 minutes. Et donc je conclus que si je roule parfois au moins une fois strictement moins que 60 km à l'heure et une fois à strictement plus que 60 km à l'heure, alors à un certain moment, je dois rouler exactement à 60 km à l'heure. Gardez ça en tête, le théorème des accroissements finis, c'est juste ça. C'est le principe qui vous permet de dire que si vous traversez une certaine distance avec une vitesse moyenne V, la vitesse moyenne est V, alors à un certain instant, votre vitesse instantanée doit être égale à V. Bon, alors dans cette vidéo, on a vu la première version du théorème de Taylor, c'est le théorème de Taylor avec le reste de Lagrange, un reste qui fait intervenir une dérivée n plus unième en un point C entre 0 et x, ou entre a et x, ça dépend. Et on a vu juste que c'est une généralisation du théorème des accroissements finis. Donc je le donne sans preuve, ce théorème-là, ce théorème avec ce reste-là, mais je vais, dans la prochaine vidéo, donner le théorème de Taylor avec le reste intégral et le démontrer.